municipale du 27 mars 2023. Et tout de suite, j'excuse Jean-Christophe de Cavel qui donne pouvoir à Bruno Lacondemine, Olivia Debatty qui donne pouvoir à Blandine Bamet-Monfray, Kant Nicole qui donne pouvoir à Dominique Robert, Hervé Cherpeau qui donne pouvoir à Franck Joly. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Franck Joly. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est pour que Franck Joly soit secrétaire? Qui s'abstient? Une. Qui est contre? Merci. Monsieur Franck, tout de suite, je souhaiterais vous demander l'autorisation de rajouter une question à l'ordre du jour concernant l'adhésion à un organisme, et je vous en parlerai tout à l'heure si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rajoute cette question à l'ordre du jour? Oui. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci. Nous commençons par l'approbation du compte-rendu de la séance du 27 février 2023. Est-ce que quelqu'un a des observations à formuler, des précisions à demander ou autre intervention qu'il souhaiterait? Non? Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord pour adopter ce compte-rendu? Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie. Acquisition de parcelles. Nous avons plusieurs sujets sur les acquisitions de parcelles. Alors, il y en a un premier concernant l'acquisition d'une parcelle L numéro 96. Je vous lis le texte de la délibération et puis après, eh bien, je livrerai ce sujet à vos observations éventuelles. La commune de Saint-Georges-de-Renins envisage l'acquisition de la propriété 6 à Nuit, au hameau de Nuit à Saint-Georges-de-Renins, propriété des consorts Crozet. Il s'agit d'un tènement d'une superficie de 307 m² qui accueille les constructions suivantes: habitation 1870 de 175 m² avec d'anciens locaux d'habitation, dépendance correspondant à une cave de 48 m² dans un état médiocre. Le maire propose que le tènement soit acheté en vue d'un renouvellement urbain pour sécuriser ce secteur de la commune. Le maire demande à l'Assemblée de se prononcer sur le montant de l'acquisition envisagée. Et après délibération, le Conseil fixe le prix d'acquisition de la parcelle L numéro 96 à 180 000 € hors frais d'acte. Autorise le maire à signer tout document relatif à cette acquisition et indique le montant de l'acquisition de ce tènement est bien inscrit au budget 2023 de la commune. Je vous précise que 75 m², c'est... C'est la surface au sol? Oui, c'est au sol. Oui, parce que... il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Alors, c'est une maison qui est en très mauvais état, bien sûr, qui avait fait l'objet d'un compromis à hauteur de 180 000 € par un promoteur qui souhaitait faire 3 logements avec 6 places de stationnement. En théorie, il faudrait une place de stationnement pour visiteurs. Et nous avons rencontré le promoteur et à la suite de cette rencontre, nous avons estimé que cet aménagement tel qu'il était envisagé allait entraîner une aggravation du risque sécuritaire dans ce secteur qui est quand même assez contraint par l'arrivée de plusieurs routes dans un nœud avec finalement peu de dégagement envisageable, et rajouter 3 habitations avec 6 voitures, voire plus, ça allait générer, avec plusieurs sorties, puisqu'il y a peu de place pour faire une seule entrée et que les voitures se répartissent à l'intérieur. Donc c'était forcément 6 voitures qui sortaient en même temps. Ça posait d'énormes problèmes. Alors c'est pas la seule raison qui a conduit, ce qui a conduit notre refus, c'est pas celle de vouloir l'acquérir, bien évidemment, mais à la suite de ce refus, devant le désappointement un petit peu du promoteur, et puis nous nous sommes interrogés sur le fait de dire qu'on ne voit pas ce qu'on pourrait faire dans ce secteur, hormis peut-être profiter de cette opportunité, entre guillemets, pour réaliser un aménagement sécuritaire
qui améliorerait la circulation et le confort des habitants et des usagers de la route aussi. Nous en avons parlé en réunion d'adjoints tout à l'heure, et effectivement, certains adjoints pensent que le prix est élevé compte tenu de l'état de la maison et puis du fait que c'est une acquisition pour démolir, donc c'est toujours embêtant de dépenser de l'argent pour démolir une maison qui existe. En revanche, bon, l'aspect sécuritaire est quand même très important. Donc je livre cette réflexion à votre sagacité de façon à avoir un petit peu votre sentiment sur cette proposition qu'on vous fait et le fait que, effectivement, certains trouvent que le prix est élevé. C'est vrai que pour démolir une maison, c'est élevé, mais bon, d'un autre côté, la maison existe, les vendeurs, eux, estiment que leur maison a une valeur d'habitation, donc c'est différent d'une valeur d'habitation et une valeur de démolition. Voilà, donc je livre ça à votre réflexion. Alors moi j'avais plus une question, c'est quand même un bâtiment qui est connu dans le... Enfin moi nuit, j'ai toujours vu, je reviendrai, donc c'est en mauvais état, mais Clémence y vivait quand même il n'y a pas si longtemps encore, donc, et après le fait de détruire, moi personnellement, ça, enfin voilà, moi ça me gêne parce que c'est quand même... Ça fait partie de la vie du quartier de nuit, on a toujours vu cette devanture. Alors effectivement, si quelqu'un rachète, ça sera peut-être changé, mais enfin moi je suis pas pour en fait. Alors, j'entends ce que tu dis, et effectivement, on s'est posé beaucoup de questions. Moi, je me rappelle, c'est une boulangerie, hein. Le four à pain existe toujours. Il est un petit peu en moins bon état, et effectivement, on peut imaginer faire autre chose là-bas, essayer de réhabiliter la boulangerie pour faire un four à pain, pour aller... Sauf que ce four à pain sera mal placé. Le temps où il y avait cette boulangerie, où il y avait une épicerie, il y avait un bistrot, ça faisait 3 commerces dans ce hameau, mais il y avait aussi des voitures à chevaux. C'était une autre époque. C'est vrai que quand on peut, il faut faire vivre le patrimoine, le faire revivre éventuellement. En revanche, si la commune veut acheter ce bâtiment pour le réhabiliter, le prix sera beaucoup plus élevé, puisque Clémence y vivait il y a un an et demi à peu près, mais elle ne montait plus dans les étages, elle vivait en bas, les planchers sont très vétustes, hein, et l'ensemble de la demeure est vétuste. Donc, quelle que soit la personne qui reprend ce bâtiment, alors si c'est pour le conserver, il y a des frais importants. Et le promoteur faisait 3 lots justement pour amortir les frais de remise en état. Après, c'est compliqué d'envisager. Je comprends ce que tu dis, je comprends que tu dises nous on ne veut pas, mais si on peut aujourd'hui dire non, on n'achète pas, et effectivement, moi je respecterai votre décision si vous le dites, hein, parce que je conçois que dépenser 180 000 € pour détruire une maison, surtout quand on estime que ça fait partie de l'histoire de ce hameau, et c'est vrai ce que tu dis, donc je ne mets pas en défaut. Parfois j'ai des arguments plus tranchés pour d'autres bâtiments. En revanche, celui-ci, il a une histoire, il a cette propre histoire, mais pour la faire vivre de façon pérenne, il est indispensable de faire des travaux significatifs. Et dès lors qu'un promoteur viendrait pour faire 3 niveaux, le four à pain allait dégager, il allait refaire la boîte pour faire 3 plateaux que les gens aménageraient ou qu'il aménagerait lui, de façon à rentabiliser sa mise de fonds et le peu d'investissement qu'il ferait. Je ne veux pas dire que ça dénaturerait le site, hein, mais il serait oublié malgré tout à terme. Et bon, je comprends, je suis partagé aussi, mais si si cette maison avait été placée ailleurs, peut-être qu'on aurait pu dire on fait revivre la fête du pain, on fait revivre quelque chose, mais là, il n'y aura pas d'accès possible, il n'y aura pas de sortie à des coûts raisonnables.
Bruno. Et puis après, je te passe la parole. Oui, non, c'était plus pour dire que, en fait, cette maison, elle oblige, parce qu'elle cache la visibilité, en voiture, elle oblige les gens à ralentir. Et quelque part, moi, je trouve qu'elle sécurise un peu le passage. Si on élargit, si on fait, enfin, je pense que ça, les gens vont aller encore plus vite. Après, il y aurait de la place pour faire un aménagement. Enfin, je trouve que là, comme il est, je passe souvent là, on est obligé de quasiment s'arrêter. Le stop, quand on vient en dessous, là, et je pense pas qu'il y ait eu d'accident ou c'est un carrefour qui a. C'est dangereux. Alors, je vais essayer de répondre, mais effectivement, c'est très subjectif comme réponse. Parce que on dit, plus c'est le bins, la pagaille dans un quartier, moins les gens roulent vite. C'est presque, mais c'est vrai, parfois, mais pas toujours. Moi, le stop, là-bas, je l'ai vu griller de nombreuses fois. Hein, je peux te dire, dans la descente, depuis la route de nuit, ça vient, des chemins des vignerons, ça vient très très vite, et dans la descente, ça va très très vite. Et si on faisait un aménagement sécuritaire, effectivement, c'est pas pour faciliter la circulation, c'est au contraire pour la contraindre. Alors, c'est pas forcément évident, hein. Le projet, il n'est pas encore fait. Il faut qu'on s'inscrive d'abord pour savoir, et puis après, on verra si on achète ou pas. Mais déjà, il faut qu'on ait l'avis du conseil municipal. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il masque la visibilité, mais quand même, il ne faut pas trop la masquer. Parfois, ça devient extrêmement dangereux. Mais c'est des accidents. J'en connais pas beaucoup là-bas, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Sauf un qui avait eu la mauvaise idée de rentrer il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la vitrine de Clémence. Hein, elle a dû refaire ses menuiseries. Bon, retrouver une voiture dans sa salle à manger, c'est pas forcément agréable. Mais bon, ça n'a pas eu d'autres conséquences que des dégâts matériels. Est-ce que le four, on peut le récupérer, le four? Si on rachète la maison, est-ce qu'on peut le démonter pour le réinstaller ailleurs? Tout se récupère, se démonte, se réinstalle, mais à quel coût? Donc, si j'ai bien compris, la maison vaut 180 000 euros. Si on doit l'écrouler, tu disais tout à l'heure qu'il y en aurait pour environ 40 000. Donc, on va investir 220 000 euros pour récupérer 75 mètres carrés. Ah non, c'est 75 au sol, tu dis. Non, d'emprise de la construction. Bon, je trouve que pour l'écrouler, c'est une somme importante. Pas si c'est 40 000, c'est une estimation comme ça, hein, grosso modo. Non, le budget pour écrouler une maison, moi, ça me choque un peu. Alors, le budget, c'est pas pour écrouler la maison, c'est pour faire un aménagement de sécurité. Pour avoir évoqué... Et on est obligé de le faire? Pas du tout, pas du tout. Mais le jour où il y aura un accident, on aura dit peut-être. Pour avoir évoqué le sujet avec quelqu'un qui fait de la rénovation, qui est dans le bâtiment, quand il avait vu la maison, il me dit elle ne vaut pas le coup, il faut la mettre par terre. Il y a des fandards. Moi, qui ai accompagné Clément jusqu'à son départ au Jardin d'Anne, on ne monte pas à l'étage, c'est pourri de chez pourri. J'ai pu monter au premier niveau, c'est pourri, on passe à travers. Donc j'ose deviner le deuxième niveau où les pigeons nichent en permanence. Il y a des fandards sur la façade. Il y a des morceaux de murs qui se sont cassés à la gueule sur la route, qui tombent chez le voisin, la villa qui est limitrophe. Et donc, au vu d'un spécialiste là-dedans, il y a au moins 200 000 balles de travaux pour la mettre à peu près en état. Oui. 70 mètres carrés au sol sur 3 niveaux. Aujourd'hui, en tirant les prix, c'est 1 000 euros le mètre carré. Donc 210 mètres carrés à 1 000 balles, alors on y est. Donc plus l'acquisition. Donc, selon moi, la maison est pourrie, hein, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vue de partout, entre guillemets. Elle ne mérite pas de. Puis même le four, il n'a rien de. Voilà quoi, il a une valeur sentimentale pour les gens qui ont vécu, qui l'ont vu, mais. C'est un four en briques. Oui, ça peut se construire, t'en fais un pareil. Hein. Si ce n'est qu'il a l'âme, c'est tout. Tu en fais un pareil, il n'a rien de particulier. Si ce n'est qu'il est posé là et qu'il a vu des histoires. Il y a plein d'histoires. Mais il a rien de particulier. Hein. Et si on achète pour la maison, il y a quelque
C'est ça, ouais. C'est ce que j'avais demandé. Si on se positionne pas, derrière, il y a un promoteur qui... Parce que, enfin, faut dire ce qu'est aujourd'hui. Donc, 2 voitures minimum par logement, voire 3, si ce n'est 4, des endroits. Donc là-bas, il va y avoir des voitures contre les murs, sur la route. Enfin, Les raisons pour lesquelles nous avons refusé ce projet sont celles-ci. Mais est-ce qu'on va pouvoir refuser jusqu'à... Aujourd'hui, oui, on peut refuser, mais demain, l'idéal serait qu'une personne un peu utopique et qui ait de l'argent vienne et dise « je veux faire ma maison là ». C'est ça. Ça serait l'idéal, mais c'est... Ça, on ne peut pas l'imposer. Enfin, on est d'accord. Ça, on ne peut pas imposer de garder l'aventure au moins du bas pour garder un peu le jus, quoi. Oui, mais après, techniquement, il ne faut pas que... Oui, voilà, non, mais c'était une... Au secours, il faut tout mettre par terre. Si la maison est avant, ça reste du pisé. Pour un propriétaire unique, il y a des fandards en haut. Aujourd'hui, un propriétaire unique, c'est pas jouable. Je pense. Ouais, c'est compliqué. Ce que il y en a pour, mis bout à bout, il y en a pour 500 000 balles. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de terrain. Ah oui, ce que je te dis, le ticket mis bout à bout, 500 000 boules. Mais tu as vu la surface en face, tu parles d'où? Ah oui, mais derrière, tu sais, c'est grand, hein, derrière. Ça va jusqu'au petit chemin, ça va un peu plus loin. C'est assez grand. Hein. Pardon? Ils n'ont pas fait des portions? Ah non, le gars qui a acheté, c'est pour habiter. C'est délicat. C'est pas simple. Non, c'est compliqué. C'est pas simple. Parce qu'on est tous partagés. Hein. Et le prix n'est pas négocié, non? Non, parce qu'ils ont... Ouais, en face, ils ont quelqu'un. Alors, tout est négociable, bien évidemment. Aujourd'hui, vous avez un promoteur qui a proposé 180 000. Alors, c'est vrai que ce promoteur a abandonné le projet, puisqu'il n'aura pas l'autorisation. Donc, on peut discuter le prix, mais après, quel est le vrai prix, j'en sais rien. Il faut savoir aussi, ce que nous n'avons pas précisé, c'est qu'on a demandé au domaine de venir faire une évaluation. En dessous de 180 000, ils ne viennent plus faire d'évaluation. D'accord. Ouais. Il faut aussi faire une... Pardon. D'accord. Le prix, il sera par le marché. Marché, parce que le marché, il est en fonction de ce qu'il peut faire, si c'est quelqu'un qui achète. Pardon? Ce sera plus bas. Peut-être, oui. Mais si on ne garde pas dans son jus et que nous, on n'achète pas, et que c'est acheté, dans tous les cas, au niveau sécurité, comme là pour le cas où on a refusé parce qu'il y aura trop de voitures, de parking, on aura toujours la possibilité, même si on n'acquiert pas le bâtiment, de stopper l'éventualité d'aménagement du fait qu'il faudra quand même qu'il respecte certaines règles. On peut effectivement s'arc-bouter sur le fait de dire que quel que soit le nombre de logements au-dessus de 1 qui est fait avec les parkings afférents, ce qu'on doit faire, on aggrave le risque sécuritaire et on s'oppose à cette vente. Alors ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on peut le faire un certain temps. Après, la maison va se dégrader un peu plus. Elle peut s'écrouler, j'en sais. Elle est en train de pourrir. Mais en fait, c'est quand même un dilemme parce que on a des vendeurs qui veulent se débarrasser, puisqu'il y a eu malheureusement le décès de Clémence Crozet. Moi, ça me gêne quand même, vis-à-vis de ces familles qui sont de Saint-Georges, de les pénaliser sur un dossier, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes auraient dit faites votre projet, ils vendaient 180 000, tout le monde était content, le promoteur faisait ces trois lots, et puis après, advienne que pourra. Ben non, on n'a pas ce type de réflexion, on essaye de dire comment on peut faire. Et puis effectivement, quand on réfléchit bien, on se dit à cet endroit, il y a quand même
des enjeux de sécurité. Il y a la route d'Arnos, les gens montent quand même, sont de plus en plus nombreux, ils montent très vite. Malheureusement, des camions ne respectent pas les interdictions. Donc on dit, est-ce que ça ne vaut pas la peine pour la commune, pour le futur et pour l'environnement de faire un aménagement sécuritaire sérieux? Et est-ce que cette maison, c'est pas l'opportunité? Alors après, j'entends ce qui est dit que 180 000 c'est trop cher. Effectivement, on peut dire aujourd'hui, on considère que 180 000 c'est trop cher. Moi, je ne sais pas dire quel est le vrai prix, parce que le vrai prix, si on dit à 307 mètres carrés, mais non constructible, ça ne vaut rien. On peut faire une proposition moins élevée. Moi, je ne sais pas de... Après, si tu n'as pas d'acquéreur, ça vaut le prix que quelqu'un veut mettre en face. Donc, si tu proposes 150 et qu'il n'y a personne, ça vaut 150. Oui, bien sûr. Non, mais le promoteur s'est plié. Le promoteur s'est plié. Non, mais tout à fait. Aujourd'hui, on peut dire, nous, la mairie, on est prêt à acheter à 150 000. Enfin, voilà. Ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je reprends ce chiffre. Mais je ne sais même pas si le chiffre de 150 est le bon prix. Ou alors, il faudra demander peut-être un agent immobilier. L'agent immobilier qui va te faire une évaluation du bien, il va te la faire en fonction de ce qu'on peut faire derrière. Donc, on tourne en rond. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le quartier, là, parce qu'en fait, on a fait une réunion de quartier il n'y a pas longtemps, là, c'est le quartier 4, et ils demandent tous, en plus, de sécuriser ce coin-là. Donc c'est aussi dans le sens des habitants, quoi, de faire un... Mais c'est pas par plaisir qu'on le fait. C'est qu'ils demandent tous qu'on réduise, en fait, les vitesses et sécuriser le quartier, quoi. Donc ça serait aussi dans le sens des habitants qui demandent la sécurisation. Après, moi je trouve aussi que ça fait cher pour une maison. Mais bon. Si on peut négocier un peu de prix. Alors, moi ce que je peux vous proposer, puisque bon, on peut faire la proposition aux vendeurs. Oui, mais oui. Moi je veux bien rencontrer les vendeurs et dire voilà, notre conseil est prêt à faire cette acquisition pour un aménagement de sécurité encore. Il faut dire quel aménagement de sécurité pour nous. Et en revanche, le prix nous paraît élevé, donc on est prêt à le payer un peu moins cher, mais je ne sais pas si c'est 150, 140, 160, 130, 110. C'est très subjectif à partir d'un moment. En tous les cas, ce qui est essentiel pour nous, c'est de savoir si on a envie de faire cet aménagement sécuritaire ou pas. Parce que si c'est juste pour dire de se faire plaisir, c'est pas la peine. C'est pas un problème d'envie, c'est un problème de besoin. S'il y a besoin, il faut le faire. Le besoin, visiblement, il existe. Moi, je pense qu'il y a, enfin, sur tous ces hameaux, les gens dans les réunions de quartier se plaignent souvent de la vitesse. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est de chez nous, enfin pas de Saint-Georges, mais les gens roulent très vite en dehors de chez eux. Hein, quand c'est pas dans leur hameau, ils roulent très vite sur Saint-Georges. On a des gens qui traversent, qui sont toujours en retard et qui sont toujours pressés sur la route. Et malheureusement, il faut lutter contre ces excès et c'est contraindre. Et moi, je dis là-bas, on peut arriver... C'est mon opinion, maintenant je peux me tromper, à faire un aménagement sécuritaire. Donc ce que je vous propose, c'est pas, on ne va pas passer la soirée là-dessus. C'est très important la sécurité, c'est pour ça que je m'y attache, mais quand je sens que ça résiste, moi je ne veux pas passer en force, hein, c'est pas du tout le but. Et donc je vous propose de rencontrer la personne qui s'occupe de ça, et puis de voir comment on peut avancer sur ce dossier, et puis on en reparlera fin avril. Si on peut savoir le coût aussi de la démolition, aussi. Alors le coût de la démolition, ça c'est pas le... C'est pas ça qui... C'est l'aménagement. C'est l'aménagement qui coûtera le plus cher, hein, au bout du compte, c'est pas la démolition. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tous? Un parent qui veut négocier quelque chose? Merci. Nous allons passer... Donc, en fait, on retire ce sujet, on diffère ce sujet. Merci. Alors, une deuxième parcelle.
Celle-ci, c'est un peu différent. Je vous lis le texte de la délibération. Acquisition d'une parcelle B674. La commune de Saint-Georges-de-Renens envisage l'acquisition d'un terrain 590 route de Port-Rivière à Saint-Georges-de-Renens, propriété de Madame Signé. Il s'agit d'une emprise foncière d'une surface d'environ 810 m² à détacher après arpentage de la parcelle B674 qui dispose d'une superficie totale de 1183 m². L'emprise de terrain considérée est grevée d'un emplacement réservé lié à la réalisation d'une voirie. Une dépendance bâtie est édifiée sur cette dernière. Il s'agit d'un garage et d'un bûcher. Au cas d'espèce, l'importance superficielle de l'emprise, qui représente près de 68,5% de la surface totale de la parcelle, impacte également la valeur du bien de la parcelle cadastrée B429 de 194 m², qui se situe dans son prolongement nord. Il s'agit du terrain d'assiette de la maison d'habitation du propriétaire de ces deux parcelles, qui constituent une même unité foncière. En fait, on en prend un bout significatif. Le maire propose que le tènement soit acheté en vue de la réalisation de cette nouvelle voirie. Le maire demande à l'Assemblée de se prononcer sur le montant de l'acquisition envisagée qui pourrait se faire conformément à l'avis des domaines au prix de 185 200 €. Après délibération, le conseil municipal fixe le prix d'acquisition de 810 m² à détacher de la parcelle B674 avec 185 200 € hors frais d'acte. Autorise le maire à signer tout document relatif à cette acquisition, dit que le montant de l'acquisition de ce tènement est bien inscrit au budget 2023 de la commune. Alors, le montant est à plus de 180, donc on a l'avis des domaines. Les domaines ont donné cet avis à 185 200. Il n'y a pas de maison dessus, il y a juste un petit bout de baraque, mais qui est utile pour la personne. Et cette voirie se situe dans le prolongement du chemin du Midi, est au PLU de 2015, de décembre 2015. Donc c'était juste pour mettre en action cette disposition du PLU de façon à réaliser la voirie qui rejoindra, puisque derrière nous sommes propriétaires des terrains, qui rejoindra la rue de la Saône. J'ai une question. Oui. Juste avant, on parlait de sécurité. Est-ce que ça ne va pas refaire encore une voirie, rapporter du monde sur cette route? En fait, à quoi elle va vraiment servir cette route? À quoi elle va servir? Est-ce que ça ne va pas rapporter encore de la circulation? On parle de la route de Bel-Air où la circulation elle devient catastrophique. Est-ce que refaire une route, ça ne va pas encore recréer... je ne sais pas si je m'exprime bien, un flux de circulation. Quel est l'intérêt de cette route, quoi, en fait? Quel est l'intérêt de faire cette route? Je vais déjà dire, si on fait une voirie, c'est réellement pour que ça serve à quelque chose. Que les gens circulent. Effectivement, il y aura de la circulation, mais justement, c'est peut-être pour désengorger. Je vous rappelle qu'on a le projet du Cartelet qui va se faire, et c'est dans le cadre de cet aménagement. Il y a une partie du Cartelet qui débouche sur le chemin du Midi, et une partie sur la route de Bel-Air. Nous, on veut faire déboucher... on va modifier l'OAP, on veut faire déboucher moins de monde sur le chemin du Midi, mais le monde qui vient sur le chemin du Midi, on ne veut pas qu'il aille vers l'école maternelle. On veut parce que les gens, ils vont aller sur la route de Port-Rivière. La route de Port-Rivière, s'ils vont dans le centre, ils remontent à droite. Ou s'ils vont à Villefranche, ils ne vont pas redescendre la route de Port-Rivière pour remonter après. Donc l'objectif, c'est réellement d'essayer de drainer ces habitants nouveaux qui vont arriver, parce qu'il y a les existants, mais il y a des nouveaux qui vont arriver, de façon à ce que la route de Bel-Air, qui est déjà très empruntée, ne soit pas submergée. Cette route, on va la faire avec une largeur suffisante pour qu'il y ait également les modes doux, le vélo, le piéton, pour qu'il y ait la place pour tout le monde. Mais je suis d'accord avec toi, ça va créer des flux supplémentaires. Les quelques 200 logements, ou 220 logements qui vont être faits au Cartelet, il faudra bien qu'ils sortent quelque part. Ça va faire 500 habitants. Ces habitants, ils auront des voitures. Alors j'espère qu'ils auront aussi des vélos, aussi autre chose, mais on peut pas. On est sur deux scénarios différents. Là-bas, c'est quelque chose qui existe. On essaye de dire on veut améliorer la sécurité.
Ici, effectivement, la circulation à cet endroit-là n'existe pas. En revanche, ceux qui reviennent chemin du Midi, depuis le chemin du Midi, route de Port-Rivière, soit ils montent, ils vont vers la maternelle et vers le centre, et là, il n'est pas question de ramener trop de véhicules malgré tout, soit ils descendent sur la route de Bel Air pour reprendre de l'autre côté. Voilà. Nous, on voudrait que les gens du Cartelet, on en envoie une partie sur la route de Bel Air et une partie sur le chemin du Midi, mais qui sera, la voirie sera calibrée, mais on mettra des aménagements. Maintenant, on est obligé de réétreindre les routes et de faire des aménagements de sécurité. On est obligé. Mais je suis d'accord avec toi, ça va ramener du monde, mais faire 200 logements, ça ramène du monde. Hein, ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc ça sera un aménagement avec des modes doux, si j'ai bien compris, en même temps. Par contre, j'arrive pas à visualiser. On est dans le... En fait, quand on arrive, ça fait un croisement, il y a la maison à Carrie. Là, il y avait l'ancienne maison de Janine Ducruy. Juste en face là. Et donc en face, c'est en face, hein, c'est ce petit bout. Enfin, c'est vrai que là-dessus, j'arrive pas trop à me situer en fait. Après des marines. Ouais, ok. Ici, on sera en face, et on sera en biais par rapport, enfin, on ne coupe pas les quais, avec un angle, on sera en face et on viendra, la route viendra ici. D'accord, ok, parce que j'avais du mal à visualiser. Là, on est sur les terrains que nous avons acquis à... D'accord, ok. Il y avait les tas de terre. La dune. Bon, puis là, c'est pas la voie. On va arriver où de la zone par rapport aux maisons qui viennent de se construire au bout du terrain? Juste là. Juste. Entre le pré et les maisons Oui, là. oui. Oui. Le chemin actuel, au chemin actuel. Tu parlais de la sortie du Cartelet sur le chemin du Midi. Là, ça a posé quand même problème, non, le chemin du Midi. Enfin, c'est hyper étroit. Enfin... Et prévu un élargissement là où on peut. Ouais. Et on peut. Ouais. On a une emprise sur la maison qui est après la maison de Madame Berthier, avant la maison du Cruy, si tu veux, un peu avant. Là, il y en a une qui dépasse. On a une emprise possible. Et puis après, des deux côtés, on peut remonter. Mais on est bloqué par le cimetière, mais en face, il y a de la place. Mais on ne veut pas faire des autoroutes non plus. Non, bah, faut pas. De toute façon, maintenant, on est obligé de faire des équipements, avoir des chicanes, des choses comme ça, c'est ce qui ralentit le plus. D'autres observations, d'autres questions? Pas d'autres? Et la maison, elle est... Elle est... ouais, c'est à la gauche. À gauche. C'est celle qui est à côté, là. Ouais. C'est vrai que là, au bout du compte, on a 810 mètres carrés qu'on paye 185 000. Là-bas, on avait 307 qu'on paye 180 000. Mais d'un autre côté, c'est... là, il n'y a pas de maison. Il y a juste un apparenti. Enfin, je ne sais pas, c'est une réserve. Donc c'est fondé. Et d'ailleurs, dans l'évaluation, il y a une partie des 185 000, je ne sais plus quel montant, qui sont libres. Si, qui sont des dommages. Je ne l'ai pas, il n'a pas vu. C'est des dommages de saut, je crois. Et il n'a pas détaillé. Oui, alors... oui, vas-y. Là, du coup, la maison de la personne qui habite... Enfin, cette maison-là, autant dire qu'elle ne vaut plus rien. Pas plus rien, mais... là, c'est quoi? C'est un accord avec la propriétaire? Enfin, c'est elle qui vous a donné l'accord ou c'est... Alors, aujourd'hui, on n'a aucun accord avec la propriétaire, puisqu'on l'a rencontré à plusieurs reprises avec quelqu'un qui l'accompagnait, qui est un ancien des domaines, qui était un peu roteur. Nous, on est parti du principe que dans le PLU qui avait été fait par l'équipe précédente, il y a cette traversée, d'ailleurs qu'on avait imaginé dans notre projet de PLU, qui permettait d'aller jusqu'à la rue de la Saône.
On a vu Madame Signé, on l'a rencontrée à plusieurs reprises, on a discuté avec elle. Ça s'est pas toujours effectivement bien passé, puisqu'elle m'a dit « mais moi j'ai eu une autorisation d'agrandir, alors qu'au PLU on m'a pas dit que ce terrain était réservé ». Donc moi ça je n'ai pas pu répondre là-dessus. En revanche, on lui a fait 2 propositions. On lui a dit « Madame, soit on vous prend en prise ce qui est prévu au PLU, soit on vous rachète tout ». Sachant que, effectivement, raisonnant, en disant elle a aujourd'hui 1183 mètres carrés, si on lui en prend 810, il en reste beaucoup moins, 373, donc c'est quelque part sa maison perd de la valeur, donc on lui laisse la possibilité. Elle a dit je vais réfléchir, elle était d'accord et tout, et puis elle est revenue en disant non, moi je veux pas, je garde la maison, faites-moi la proposition sur le reste. Donc on est venu avec l'inspecteur des domaines. Il est rentré, il a visité, il a discuté avec elle, et dans la proposition qu'il fait, il tient compte d'une perte de valeur de la maison actuelle. Mais c'est à sa demande, puisque nous, on lui avait laissé le choix. Il faut savoir que cette voirie étant inscrite au PLU, elle avait tout loisir à l'enquête publique de venir, de dire je ne suis pas d'accord, ou de demander à la mairie de tout lui acquérir, ou de ne pas déposer un permis, enfin vous voyez. Donc, les domaines ont fait une évaluation du total? Non, parce qu'elle l'a refusé. Ils n'ont pas fait l'évaluation. On lui a proposé de faire l'évaluation des domaines, elle a dit non, je ne veux pas. Nous, on respecte les gens, donc là, vous êtes d'accord, on lui fera la proposition, elle peut dire oui ou dire non. Ah ben nous, c'est la proposition qu'on va lui faire. Donc dans les 185 200, il y a Oui, sa propre perte financière, enfin un dédommagement de... On va dire un dédommagement pour la perte éventuelle de valeur de la maison actuelle, oui. Mais sachant qu'elle avait la possibilité de dire moi je vous vends tout ou je vous vends rien. Après, c'est peut-être sa maison. Je vous vends rien, elle ne peut pas, puis c'est inscrit et c'est acté. C'est pas une maison de famille, des choses comme ça. Non, elle n'est pas habitée. Ah, mais elle n'est pas habitée. Non, elle n'est pas habitée. Okay. Elle l'habitait auparavant. Oui, c'est pour ça, moi j'étais restée sur le fait Oui, qu'elle habitait là-bas. non, elle habitait. Est-ce que si on lui met pas un prix devant avec la globalité, ce serait pas... Enfin, même si elle parce que peut-être qu'elle se rend pas compte de la valeur... Enfin, je sais pas... Oui, 3-4 fois. Non, mais si, elle est consciente. Non, mais c'est délibérément qu'elle a dit, moi, je ne vendrai pas la maison. On ne va pas forcer les gens. Parce que de toute façon, si on achetait avec la maison, on en ferait quoi, nous, de la maison? On continue, ça serait pour la revendre comme un bien, hein? Ça serait pour la revendre avec quelqu'un d'autre. Ou la louer ou la revendre. Pourquoi pas vendeuse? Ah, c'est dépendant. Mais on n'a pas le droit d'exproprier quelqu'un sans... Non, on ne peut pas. Si elle nous dit je ne veux pas vendre, on ne va pas lui voler. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et ce qui est inscrit au PLU, on peut le faire, mais ce qui n'est pas inscrit, on ne peut pas le faire. Avez-vous d'autres observations? Bien, je vous propose de... je ne vous relis pas le texte de la délibération, je vous propose de dire après délibération, donc ceux qui sont d'accord disent lève la main quand je dis vous êtes pour, et puis ceux qui sont contre. Voilà. Alors, fixe le prix d'acquisition de 810 mètres carrés à détacher de la parcelle B74 à 185 200 € fait d'acte, autorise la maire à signer tout document relatif à cette acquisition, dit que le montant de l'acquisition de cet événement est bien inscrit au budget 2023 de la commune. Qui est pour cette acquisition? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On lui proposera l'acquisition. Alors maintenant, nous allons rentrer dans un petit marathon. Ce sont les comptes de la commune, le budget principal et le budget assainissement. Auparavant, c'est pas moi qui fais.
Je vais vous annoncer que nous ne pourrons pas voter le compte de gestion, le compte administratif du budget principal, le compte de gestion et le compte administratif du budget assainissement, pour la simple raison que les services fiscaux ne nous les ont pas validés. Non pas nos budgets, mais leur compte de gestion. Ça veut dire que la seule chose qu'on peut voter, c'est le compte administratif. Enfin non, c'est le résultat du compte administratif provisoire, le résultat du compte administratif du budget assainissement, donc les deux budgets, en provisoire, sachant que le compte de gestion, qui aujourd'hui est quand même concordant avec notre compte administratif, mais n'étant pas validé par la trésorerie, eh bien, on ne peut pas le voter, ni le compte de gestion a fortiori, mais pas plus le compte administratif. Juste dire, on a un excédent de, et on l'affecte au report à nouveau. On vous propose de l'affecter au report à nouveau, provisoirement, hein, c'est ça. Et puis, de même pour le budget assainissement. Donc on va devoir se réunir rapidement pour voter. Non, parce qu'on ne sait pas quand seront validés les comptes de gestion. Nous, la seule chose... Non, on a une date butoir du 15 avril pour voter. Mais dès lors qu'on a voté notre budget, on est bon. Nous, on va voter notre budget. D'accord. Hein, mais... Voilà, puisque la question 11, c'est les votes des budgets primitifs. Ce sont les sujets 3, 4, 5, 6 qui sont impactés et qu'on ne peut pas valider. En fait, c'est la trésorerie qui a la bourre, non? Ah oui, c'est pas moi. Hein. Ah non, mais... ni Blandine, ni Astrid. La grève, c'est l'autre côté? Pardon? C'est la trésorerie qui a la bourre. Il y a un problème de l'autre côté? Il y a un peu le pognon. Non, c'est tout le territoire, il n'y a pas que nous. Hein, il y a pas que nous. Non, il n'y a pas que Saint-Georges. D'accord. Non, c'est toutes les communes de la communauté du Beaujolais, en fait, sont impactées. Alors, je ne sais pas ailleurs. C'est Villefranche. Ouais. D'accord, ok. Mais je ne sais pas ailleurs. Hein, je pose... Aussi ailleurs, oui. Après ce vote-là, ça nous évitera de faire des écritures modificatives. On n'a pas d'écriture. On va directement attaquer 2023, quoi. Ah mais on va l'attaquer. Oh, faut y aller. On va le voter, le budget. Voilà, il faut y aller un peu. C'est 2022. Ouais. Oui, ça ne va pas nous empêcher de travailler. Mais je tiens à vous le dire que le compte de gestion, d'abord, on ne va même pas l'aborder. Hein, le compte de gestion, donc la question 3, on ne l'aborde même pas. Donc on passe tout de suite à l'approbation du compte administratif. Non, on ne va pas voter, mais on va le lire. On va quand même faire le travail. Comme ça, ce sera plus facile pour la prochaine fois. Et moi, je ne sortirai pas pour le vote là. Et on ne va pas voter, je ne pourrais pas vous promettre. Bien, je passe la parole à Tantine. Donc, je vais revoir mon petit laïus, puisque j'ai appris ça ce matin par rapport au compte qui n'était pas validé. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais vous présenter le compte administratif pour que vous ayez quand même un ordre d'idée. Donc, pour 2022, on ne le votera pas. Et par contre, je vous ferai voter l'affectation provisoire du résultat, puisque ça impacte le budget 2023. Donc, la commission finance s'est réunie le 28 février pour le fonctionnement du budget commune, le 7 mars pour les investissements du budget commune et le 13 mars pour les subventions versées aux associations et le budget assainissement. Donc nous avons étudié le compte administratif de 2022 et on a également préparé le prévisionnel 2023. Donc sur le budget commune, pour la partie fonctionnement, donc en dépenses, alors, je reviendrai plus dans le détail à quoi correspondent exactement les dépenses dans la présentation du budget 2023. Mais en dépenses, donc le total des charges à caractère général 2022 s'élève pour nous, mais a priori pareil pour le trésorier, à 857 704 €. Les charges de personnel à 1 403 455 €. Les atténuations de produits avec le remboursement d'une partie de la DGF pour 8 681 €. Les opérations d'ordre pour 178 081,33 €. Les autres charges de gestion pour un montant de 292 953 €. Les charges exceptionnelles pour 45 656 €. Donc soit un total de dépenses de fonctionnement de 2 787 306 € pour l'exercice 2022.
Donc ça, pour la partie recettes du fonctionnement. Pardon, dépenses du fonctionnement. Maintenant, j'attaque les recettes. Donc on a encaissé 36 556 € au titre des atténuations de charges, des produits de services pour 259 112 €, des impôts et taxes pour 3 464 419 €, des dotations et subventions pour 387 654 €, des autres produits de gestion pour 107 033 € et des produits exceptionnels pour 10 382 €. Donc soit un total de recettes de fonctionnement de 4 265 158 € pour l'année 2022. Donc ainsi, la section de fonctionnement du budget commune est clôturée avec un excédent de 1 477 851 €. Donc on vous proposera d'affecter cette somme au point 5 au budget, enfin à la partie investissement, reporter au partie investissement. Donc pour l'investissement, on a eu des dépenses totales en 2022 pour 1 183 535 € et des recettes pour 2 46 483 €. Donc on clôture 2022 au niveau de la section d'investissement avec un excédent de 860 958 €. Donc à cet excédent, il convient d'ajouter le report d'excédent antérieur d'un montant de 8 971 800 €, soit un excédent d'investissement total de 9 832 749 €, qui nous servira donc à faire aux investissements prévus. Donc voilà pour la présentation, on va dire, du compte administratif qu'on votera lors du prochain conseil. Donc on passe donc au point 5 qui est l'affectation provisoire de cet excédent. Donc je vais vous lire la délibération. Déjà, s'il y a des questions, allez-y. Au niveau du report d'investissement, donc de la somme, donc là, dans l'optique, c'est de s'en servir pour pas avoir recours à l'emprunt pour tout ce qui est la voirie, enfin tout. Enfin non, c'est un budget à part en plus. Non, c'est l'assainissement. Ouais, c'est l'assainissement aussi. Pour le moment, en fait, ça fait combien d'années en fait qu'on n'a jamais touché finalement à nos reports? Ça fait un moment qu'en fait, ces reports, on n'a jamais été piochés entre-temps pour participer à des travaux. Chaque année, on les... ils se cumulent en fait, ouais, tout à fait. Pour les projets, les gros projets. Donc c'est ça qu'il va avoir, il y a des gros projets à venir, mais... Ouais. Oui, mais on tape dedans quand même tous les ans. Oui, ça serait génial. Oui, mais dans le budget de base, pas dans nos excédents. C'est un pot commun. C'est pas fonctionner. Oui, voilà. C'est une trésorerie commune. Je vous lis après, bon, je vous lis juste, c'est les mêmes chiffres que je vais vous redire, mais après s'il y a d'autres questions qui vous viennent. Donc l'article L 2311-4 du Code général des collectivités territoriales dispose que les résultats de l'exécution budgétaire sont affectés par le conseil municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s'il est possible d'estimer les résultats avant adoption du compte administratif et du compte de gestion, le conseil municipal peut alors, au titre de l'exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats. La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d'une balance et d'un tableau de résultats d'exécution du budget, ainsi que l'état des restes à réaliser au 31 décembre, un document en annexe de la délibération. Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la commune. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est possible au conseil municipal de reprendre ces anticipations des résultats 2022, c'est-à-dire constater le résultat de clôture estimé de 2022 et de statuer sur l'affectation de ce résultat dans le budget primitif 2023. Si le compte administratif venait à faire apparaître une différence entre les montants reportés par anticipation, l'Assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et en tout état de cause avant la fin de l'exercice 2023. Les résultats de l'exercice 2022 se présentent donc comme suit.
Donc les dépenses de fonctionnement pour 2 787 306,66 €. Les recettes de fonctionnement pour 4 264 158,26 €, ce qui fait un excédent de fonctionnement de 1 477 851,60 €. Pour les investissements, donc cette somme-là, on vous demande donc de la reporter dans la section d'investissement. Ensuite, donc, on a des dépenses d'investissement pour 1 185 535 €, des recettes pour 2 46 483,79 €, donc ce qui fait un excédent d'investissement de 860 948,79 €, auquel s'ajoute donc l'excédent antérieur reporté donc de 8 971 800 €. Donc, ce qui fait un résultat de clôture de 9 832 749,54 €. Voilà, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la reprise des résultats antérieurs comme indiqué ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions avant le vote? Qui est pour, on y reviendra de toute façon, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Voilà pour le budget commune. Et donc on va faire le même exercice pour le budget assainissement. Donc concernant le budget assainissement, donc on va d'abord étudier la partie exploitation. Donc en dépenses, les charges à caractère général 2022 s'élèvent à 11 705 €. Les opérations d'ordre à 39 058,27 €. Les charges financières à 15 705 €, donc soit un total de dépenses d'exploitation de 66 468 €. Les recettes totales d'exploitation s'élèvent à 218 639 €, donc composées notamment de redevances d'assainissement et de primes d'épuration. Donc on clôture 2022 au niveau de la section d'exploitation avec un excédent de 152 170 €. Au niveau de l'investissement, les dépenses elles se sont élevées à 797 723 €. Les recettes à 147 984 €. Donc la section d'investissement du budget assainissement 2022 est clos avec un déficit de 649 739 €. Donc à cet excédent, donc, on ajoute les résultats antérieurs, ce qui nous permet de clôturer 2022 avec un déficit d'investissement d'un montant de 329 029 €. Donc, ce qu'on vous demande bien sûr, c'est de, pareil là, ça va être de reporter cet excédent de fonctionnement en investissement pour pouvoir faire les travaux. Et ça ne sera pas suffisant puisque vous verrez dans le budget primitif 2023 qu'il faudra recourir à l'emprunt pour pouvoir faire les travaux nécessaires nécessaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au budget 2022 de l'assainissement? En particulier, vous aviez les documents en annexe, ouais. C'est vrai que c'est un peu lourd. Je vous lis la délibération, c'est des questions qui reviennent, n'hésitez pas. Donc l'article L 2311-4 du Code général des collectivités territoriales dispose que les résultats de l'exécution budgétaire sont affectés par le conseil municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s'il est possible d'estimer les résultats avant l'adoption du compte administratif et du compte de gestion, le conseil municipal peut alors, au titre de l'exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats. La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel, accompagnée d'une balance et d'un tableau de résultats d'exécution du budget, ainsi que de l'état des restes à réaliser au 31 décembre. Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financement et la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la commune. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est possible au conseil municipal de reprendre par anticipation les résultats 2022, c'est-à-dire constater le résultat de clôture estimé à 2022 et de statuer sur l'affectation de ce résultat dans le budget primitif 2023. Si le compte administratif venait à faire apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'Assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et à la reprise des écarts
dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et en tout état de cause avant la fin du budget 2023. De l'exercice 2023, pardon. Les résultats de l'exercice 2022 se présentent donc comme suit. Donc en fonctionnement, les dépenses, donc 66 468,80 €, les recettes de fonctionnement pour 218 639,14 €, ce qui fait un résultat de l'exercice avec un excédent de 152 170,34 €. Au niveau de l'investissement, on a dépensé 797 723,60 €. On a eu des recettes pour 147 984,13 €, ce qui fait une clôture d'exercice au niveau de l'investissement avec un déficit de 659 739 €. À cela, on va ajouter le report antérieur donc, qui était de 326 710 €, ce qui fait un résultat de clôture de moins 329 000, moins 323 029, je vais y arriver. Voilà, pour clôturer 2022. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la reprise anticipée du résultat 2022 comme indiqué ci-dessus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'assainissement? Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je continue donc avec le vote des taux d'imposition pour les 3 taxes locales. Donc, comme on l'a évoqué lors du dernier conseil, lors du débat d'orientation budgétaire, on vous propose de maintenir les taux d'imposition de l'année passée, donc à savoir 8,04 pour la taxe d'habitation, 20,03 pour le foncier bâti et 22,81 pour le foncier non bâti. Donc bien entendu, les bases, elles augmentent, mais nous, en l'occurrence, au niveau de la commune, on ne souhaite maintenir ces taux d'imposition. Ouais, donc après, à vos échanges, s'il y avait des questions, oui, les bases augmentent de 7%. 7%. 5, 10, 7,10%. Ça fait quoi en national et au niveau du... Les taux, là, ça c'est ceux qu'on va voter nous, mais si par exemple Belleville en taxe d'habitation, c'est à peu près combien ils sont? On est très bas. Hein. C'est juste pour avoir une idée en fait. Je les ai pas là, mais on peut les avoir, ça. Tu vois, par rapport à notre bassin de vie... Mais nous, ça fait déjà des années qu'on n'augmente pas. Hein, donc, oui. Tu cherches au Pôle parce que si on les a. Ça a toujours plus d'impact, même si, voire 8,04, ça n'a pas beaucoup d'impact pour les gens. Si on compare avec ce qui se fait dans les villages, sûr, oui, ailleurs, ouais. C'est plus significatif pour eux et ils se disent plus, oui, effectivement, on a de la chance de ne pas avoir... Après, il faut comparer avec une ville du même... ouais, parce que Arnas ou les Oulières... Non, toi, tu sais peut-être, Sylvie, toi comparer avec une commune avec le même nombre d'habitants, c'est plus parlant. Je pense que c'est plus... Oui. Arnas, à peu près. Je sais pas. On sent qu'on pourrait le une question au cas où. Je vous lis la délibération, à moins qu'il y ait d'autres questions. Monsieur le maire indique au conseil municipal que l'État numéro 1259 des services fiscaux qui donne les renseignements suivants: les bases d'imposition de l'année précédente et les taux appliqués, les bases prévisionnelles d'imposition pour l'exercice courant, le montant des allocations compensatrices versées par l'État en matière d'exonération des taxes locales. Monsieur le maire propose, compte tenu des orientations budgétaires pour l'État 2023, des projets d'investissement prévus en 2023, de maintenir les taux d'imposition 2022 pour 2023. Donc à savoir, donc, comme je vous ai dit, la taxe d'habitation 8,04, le foncier bâti 20,03 et le foncier non bâti 22,81. Donc après délibération, le conseil municipal fixe les taux d'imposition communaux des 3 taxes locales comme évoqué ci-dessus. Donc qui est pour ces délibérations? Qui s'abstient? Merci. Donc je vais passer au budget 2023. Comme je vous l'ai dit, on a travaillé ça en commission finance. Donc on va commencer par le budget principal.
Donc il faut noter, oui, ça je ne l'ai pas rappelé, que comme je vous l'avais déjà dit, donc, depuis le 1er janvier 2023, on a changé de plan comptable. Donc nous sommes maintenant sous la nomenclature M57. Donc il n'y a pas de. Nous, à notre niveau, il n'y a pas de grand changement, c'est plus au niveau comptable où il y a des comptes qui sont impactés, regroupés, supprimés, enfin voilà. Mais nous, dans ce que je vais vous exposer, ça ne va pas changer grand-chose, mais simplement, si vous voyez dans les pièces qui étaient jointes à la convocation, parfois il y avait changement suite à M57, etc. Donc c'était ça l'explication. Donc on va commencer par le budget primitif de fonctionnement, donc pour le budget commune. Donc la section de fonctionnement du budget principal s'équilibre à la somme de 4 123 235 €. Donc en recette de fonctionnement, on est toujours pessimiste, hein, que ce soit sur les recettes et également sur les dépenses. On a prévu des atténuations de charges donc pour 25 000 €, ce qui est en fait des remboursements suite à des arrêts de travail que peuvent avoir des agents. Des produits et services, donc entre autres tout ce qui est garderie, cantine, etc. Donc pour 202 200. Des impôts et taxes, donc suite à ce qu'on a voté avec l'augmentation des bases, on a budgétisé 3 430 893 €. Des dotations et subventions pour 352 196. Des autres produits de gestion, donc ça c'est tout ce qui est location de salle, en l'occurrence, enfin entre autres on va dire, 109 460 €, et des produits exceptionnels pour 2 985 €. Voilà pour la partie recettes. Pour les charges, pour les dépenses de fonctionnement, donc on a budgétisé des charges à caractère général, donc qui englobent beaucoup de rubriques dont l'eau, l'électricité, le carburant, l'alimentation, les produits, les fournitures diverses, les contrats de prestation et de maintenance, l'entretien des bâtiments publics. Donc comme vous le savez, on a beaucoup de dépenses sur lesquelles on sait qu'on aura une augmentation malgré une gestion la plus drastique possible. Donc là, on a budgétisé, le but c'est pas d'y arriver, mais des charges à caractère général de 1 354 641 €. Des charges de personnel, donc là après on suit le cours de l'évolution de carrière des agents, pour 1 497 565 €. Des atténuations de charges pour 15 000 €. Des opérations d'ordre donc pour 180 000 €. Des autres charges de gestion, donc ça comprend les indemnités des élus, ce qu'on verse au SDMIS, les subventions aux associations donc, qui sont maintenues, comme on l'avait dit lors du débat d'orientation budgétaire, au même niveau que les années précédentes. Tout ça, toutes ces charges de gestion, on a budgétisé 303 750 €. Et des charges exceptionnelles de 2 000 € et de dotations aux provisions pour 500 €. Donc voilà pour la partie, on va dire, fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement avant que j'attaque l'investissement ? Oui, juste pour le fonctionnement, on a vu donc sur le tableau que vous nous avez envoyé, vous prévoyez les hausses électricité, gaz, tout ça. C'est un budget, c'est une prévision que vous savez d'ores et déjà. Est-ce que les fournisseurs d'accès vous ont dit, les fournisseurs vous ont dit ça va coûter tant? Ou est-ce que... On va prendre l'exemple du gaz. L'électricité, c'est un peu différent parce qu'il y a des petits boucliers. L'expérience du gaz, pour le premier semestre, c'est multiplié par 2,42. Ça peut être 2,40, 2,80, c'est dans ces eaux-là. Donc si on ne fait pas des économies, notamment en matière de chauffage, comme malheureusement, si on n'a pas les bons gestes dans certains endroits, bien, c'est ce qu'on paiera, voire davantage. Mais si on fait des économies, ça pourra amortir un petit peu le... Il y a aussi des contrats qui nous ont fait changer en cours de... Oui, parce qu'on a un contrat qui est arrivé à terme. C'est la raison pour laquelle on a ça sur le gaz. Sur l'électricité, ça sera un peu moins impactant. Et c'est pas une bonne nouvelle, mais on n'est pas les plus mal lotis. Je passe
passe à la partie investissement. Donc, la section d'investissement du budget principal s'équilibre à la somme de 12 717 106 €, donc en incluant les excédents des années précédentes. Donc, pour les dépenses d'investissement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont vraiment des estimations. Le budget doit être équilibré, donc il y a une opération qui sert spécifiquement à l'équilibre. Et donc, je vais vous énumérer les opérations principales, sachant que donc, le détail vraiment est noté dans le tableau qui est joint. Mais si on reprend opération par opération, donc je vais surtout vous dire les grandes sommes. Donc pour l'opération du site archéologique des Lunas, on a mis 150 000 €. Donc le but, c'est vraiment de définir un lieu et vraiment de créer cette fois-ci. L'informatique mairie pour 17 000 €. Donc voilà des investissements courants. Et il y a également le serveur de la mairie qu'il faudra modifier. En communication, on a prévu 91 000 €. La plus grosse dépense, ça serait pour des panneaux lumineux qui seraient renouvelés. Pour les bords de Saône, on a la somme de 200 000 € pour les périls qu'on a remis budget avec une subvention qui est en face. Les voiries pour 3 millions d'euros, donc à savoir qu'on a un marché à bon de commande de 1,5 million et on a rajouté 1,5 million supplémentaire pour faire les travaux nécessaires. Espace vert urbain, on a mis 150 000 € pour tout ce qui est plantation de arbres et de haies, donc on appelle nature en ville. Il y a également vous verrez il y a une autre opération avec une plantation d'arbres. Des acquisitions foncières, donc pour 3 170 000 €, donc pour divers achats, notamment ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. L'église pour 20 000 €, donc ça c'était surtout budgétisé pour éventuellement des filets par rapport aux pigeons. Du matériel donc, de signalétique de voirie, donc c'est des panneaux de signalisation pour 15 000 €. Du matériel pour les services techniques, on a mis 50 000 € pour des outillages divers. L'école maternelle, on a mis 23 000 €, notamment dedans ça comprend la réfection des sols des jeux. Pour l'école élémentaire, 170 000 € avec un gros montant pour la désartificialisation donc de la cour, la rendre un peu plus verte, on va dire. Du matériel mairie pour 60 000 €, donc c'est du mobilier pour la salle du conseil et également tout ce qui est informatique, sonorisation informatique. Le restaurant scolaire, donc pour les restaurants scolaires actuels, on a mis 15 000 €. Pour l'opération sécurité, on a mis 207 000 €, donc ça c'est notamment pour la vidéosurveillance. Des travaux pour le parc de la mairie, donc pour 30 000 €. Le gymnase du parc, on a mis 20 000 € pour éventuellement commencer l'étude de l'évolution du gymnase qu'on envisage. Le pôle associatif, on a mis un montant de 15 000 € pour des dépenses diverses qu'on pourrait avoir là-bas. La bibliothèque, pareil, on a mis une somme de 5 000 € et il y avait dedans prévu la création d'une baraque à livres que Franck s'occupe. L'opération cimetière, 300 000 €, donc avec les murs de clôture extérieurs qui sont à revoir, et également l'agrandissement du columbarium et l'achat de cavurnes. L'urbanisme, donc avec l'opération urbanisme avec le plan façade, donc on a mis 20 000 €. La garderie de Turbulette actuelle, on a mis 10 000 € en cas de dépenses prévues dans ce bâtiment-là. À l'espace culturel, on a budgétisé 83 000 €, notamment pour rendre les gradins amovibles et également tout ce qui est sono, ce qui vient d'être signé pour limiter la régie, le recours à quelqu'un pour la régie. Des travaux pour la mairie, pour le bâtiment de la mairie cette fois, pour 150 000 €, donc notamment pour la réfection de la salle du conseil, cette fois-ci des façades et les portes. Des aménagements urbains. Donc aménagement urbain, on a mis 80 000 € pour la requalification du centre-bourg. Pour le terrain de motoball, on a mis un montant de 50 000 € pour l'étude de la réfection du terrain.
Le terrain et la gloriette des boules, on a mis une somme de 5 000 € en cas de besoin sur ce bâtiment. Le foyer municipal, on a remis une somme... Pardon ? Oui, bah on a laissé la somme de 600 000 par rapport au projet éventuel qui peut avoir lieu. Des logements communaux pour 453 000 €, donc ça c'est surtout de la réfection de bâtiments. Bâtiment du foot, on a laissé aussi une somme de 5 000 € en cas de dépenses. Le pôle jeunesse, on a mis une somme de 100 000 € pour l'étude programmation. Donc le pôle jeunesse, c'est ce qui doit se passer avec la cantine, les écoles. Voilà. Le stage du col, donc là, oui, c'est des opérations qu'on avait mis l'an dernier, mais en fait maintenant, c'est des charges qui sont incluses dans le SIDER, donc notamment pour l'éclairage public et donc pour l'éclairage du STIVOS, enfin, du stade du collège. Pour l'ex-maison des médecins, donc on a créé une opération de 100 000 € pour une étude pour la réhabilitation de ce bâtiment, donc, qui est suite à maintenant que tout le monde est parti donc de ce bâtiment pour voir ce qu'on peut faire. Les jardins partagés, on a prévu 2 000 € pour la plantation d'arbres fruitiers. On a créé également une opération de panneaux photovoltaïques, donc c'est cette opération-là qui m'a servi pour équilibrer le budget, c'est pas une somme exacte que j'avais, donc à voir comment on le... Voilà, sur l'école élémentaire, des choses en projet. Donc pour 1 141 900,79 € précisément. On a également créé une opération nouveau parc Gravin pour éventuellement faire un nouveau parc à Gravin, donc avec la plantation d'arbres pour un montant de 150 000 €. On a également créé la nouvelle crèche de Gravin, une opération de 200 000 €. Donc l'acquisition des murs passe dans l'opération des acquisitions immobilières. Et là, les 200 000 €, ça serait plus pour de l'aménagement intérieur. Voilà, et donc on a des opérations pour 4 000 €. Donc ce qui fait un montant total de dépenses d'investissement de 10 861 900,79 €. Voilà pour la grosse partie investissement. J'ai pas trop compris pour la crèche, la ligne, si tu peux. En fait, donc on va acheter le bâtiment, enfin les murs. On achète les murs. Et après, derrière, il va falloir faire ces aménagements intérieurs pour pouvoir accueillir des enfants. Je crois que c'était privé en fait. Et après, on va la louer. Ah, vous allez louer, d'accord. J'étais partie dans un achat, je ne sais pas pourquoi. Que la personne a acheté. Pour garder ce logement avec les fonctions de crèche. D'accord. Oui, parce que si quelqu'un achète pour une crèche et puis après il change, voilà. On se retrouve avec autre chose qu'une crèche. Avec la gamin. Pas les mêmes normes. Et ça, c'est pas la CCSB normalement, non? Non, c'est pas les compétences. On aura des subventions par la CAF, normalement. On l'a appris cette semaine, on devrait avoir 88 800. 88 888. Ok. Vous avez d'autres... alors après, ceux qui étaient en commission, je sais qu'ils sont plutôt faites, mais par rapport aux documents, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous souhaitez qu'on développe? Non? Alors, je vais vous dire la délibération. Monsieur le maire expose que le budget primitif principal 2023 doit être adopté par le conseil municipal avant le 15 avril 2023. Au regard des propositions de la commission des finances qui s'est réunie donc le 28 février 2023, le 7 mars 2023 et le 13 mars 2023, il est proposé l'approbation du budget primitif 2023 qui s'établit en équilibre comme suit. En dépenses et recettes de la section de fonctionnement, 4 123 235,96 €. En dépenses et recettes de la section d'investissement, 12 717 106,40 €. Donc après délibération, le conseil municipal approuve le budget primitif 2023 tel qu'il a été présenté ci-dessus. Donc, qui est pour ces délibérations? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vous fais suivre les feuilles d'émargement, donc en 3 exemplaires à signer. Pensez à signer pour les pouvoirs que vous avez.
Et on va passer au budget donc assainissement. Donc, pour la partie exploitation, donc la section d'exploitation du budget d'assainissement s'équilibre à la somme de 234 594 €. Donc pour les recettes d'exploitation, donc on prévoit des redevances et participations à l'assainissement collectif pour 220 489 €, des primes d'épuration pour 7 000 € et des produits exceptionnels pour 7 105 €. Les dépenses d'exploitation, donc on prévoit des charges à caractère général pour 94 500 et des charges financières pour 24 744 €. Donc sont inclus le futur emprunt qu'on prévoit de faire, donc tout ce qui est remboursement d'échéance. Pour la partie, est-ce qu'il y a déjà des questions sur la partie exploitation du budget assainissement? Non, ça passionne moins que les foules que pour la partie investissement, la section d'investissement du budget assainissement s'équilibre à la somme de 3 043 143 €, donc en incluant les excédents des années précédentes. Donc à noter, comme je vous l'ai dit, on a mis au budget un éventuel emprunt d'un peu plus de 2,5 millions d'euros qui pourrait être contracté dans l'année, suivant l'avancée des travaux, mais on risque de consulter rapidement compte tenu des travaux qui sont prévus. Donc pour les dépenses d'investissement, on prévoit donc 2 983 028 € pour des travaux de réseau d'assainissement. Voilà, pour la partie assainissement. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Je vous lis la délibération. Donc, Monsieur le maire expose que le budget annexe 2023 du service de l'assainissement collectif doit être adopté par le conseil municipal avant le 15 avril 2023 au regard des propositions de la commission des finances qui s'est réunie le 13 mars 2023. Il est proposé l'approbation du budget annexe 2023 du service de l'assainissement collectif qui s'établit en équilibre comme suit. En dépenses et recettes de la section d'exploitation, 234 494 €. En dépenses et recettes de la section d'investissement, 3 043 143 € 28. Donc après délibération, le conseil municipal approuve le budget 2023 du service de l'assainissement collectif tel qu'il est présenté ci-dessus. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Même travail que pour le budget commune, je vous fais suivre les fiches. Je crois que j'en ai fini. Merci Blandine, c'était très clair. Avant d'aborder les questions diverses, nous avons les deux questions que nous avons rajoutées, une concernant le recours gracieux et contentieux contre l'arrêté numéro DDPP SPE 2023-28 portant enregistrement d'une unité de méthanisation par la société Métaval de Saône sur Brassé. Je vous lis le texte de la délibération et puis après nous en discuterons si vous le souhaitez. Le maire indique à l'Assemblée délibérante qu'à date du 12 décembre 2022, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Renens a donné un avis défavorable sur le projet d'exploitation d'une unité de méthanisation à Brassé compte tenu du peu d'éléments concernant le suivi de la qualité des épandages, de l'absence d'avis des services de l'État concernant la protection des populations et le respect des contraintes environnementales, de l'absence d'avis formulé par un expert indépendant sur les enjeux environnementaux, de l'absence de concertation de certains agriculteurs et notamment de l'impact sur l'agriculture de proximité au détriment d'une agriculture destinée à la méthanisation sans prise en compte des réalités de terrain. L'absence d'études sur le transport nécessaire à cette activité de méthanisation, fréquence des rotations notamment, de la multiplication par 3 du tonnage d'intrants nécessaires au fonctionnement de l'unité de méthanisation, de la faiblesse des données quant aux productions agricoles intermédiaires, cives, prairies, de l'absence de suivi existant, etc. En date du 20 février 2023, la commune a reçu pour information, en application des dispositions de l'article R 181-44 du Code de l'environnement, l'arrêté préfectoral numéro DDPP
SPE 2023-28 portant enregistrement d'une unité de méthanisation par la société Métal de Saône sur Dracé. C'est la raison pour laquelle le maire propose au conseil municipal, dans l'intérêt des citoyens, de faire un recours gracieux et contentieux à l'encontre de l'arrêté préfectoral numéro DDPP SPE 2023-28, compte tenu du manque d'informations nécessaires pour une parfaite compréhension des enjeux, et ainsi se prononcer en toute connaissance de cause. À cet effet, le conseil municipal autorise le maire à exercer un recours gracieux et contentieux contre l'arrêté portant enregistrement d'une unité de méthanisation par la société Métal de Saône sur Dracé. Oui, nous sommes un petit peu déçus puisqu'il y a 3 communes qui ont voté contre, Belleville en Beaujolais, mais dont l'avis n'a pas été retenu. Pourtant, ils ont pris une délibération en temps et heure, donc ils ne comprennent pas. Corcelles en Beaujolais et Saint-Georges-de-Renaz. Les autres ont délibéré, mais comme on délibère sans trop connaître le dossier, de manière systématique. Et puis, bon, certaines étaient peut-être d'accord avec le projet. Alors, pour quelles raisons nous souhaitons déposer ce recours? Et puis, déjà, je vais vous expliquer pourquoi recours amiable et contentieux, puisque nous avons la possibilité de faire, il peut être, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré auprès du tribunal administratif de Lyon. Voilà, par les demandeurs ou exploitants, par des tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L211.1 et L511.1 du Code de l'environnement dans un délai de 2 mois à compter de l'affichage en mairie et de la publication sur le site internet des services de l'État dans le Rhône de la présente décision. Alors, le délai court à compter de la dernière formalité accomplie, etc. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site. Le présent arrêté, c'est là que c'est important, peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Ce recours ne proroge pas le délai de recours contentieux. C'est-à-dire, si on fait un recours gracieux, comme pour les permis de construire ou autre chose, normalement, un recours gracieux, on a une réponse dans un délai de 2 mois. Et si on a une réponse négative ou si les 2 mois sont passés, on peut aller au contentieux. Or là, le délai est le même. C'est-à-dire que si on fait le recours gracieux et qu'on a une réponse dans les 2 mois, eh bien, on n'a pas le temps de faire le recours contentieux. Donc c'est la raison pour laquelle on a un peu de temps maintenant, puisque on a 2 mois. Pardon, on a jusqu'à fin avril pour faire le recours. Par conséquent, et comme on n'est pas sûr, non, c'est fin août, je sais plus, 20 avril, pardon. Et comme on n'est pas sûr d'avoir un conseil jusque-là, ce sera le 24 probablement, on préfère avoir l'autorisation de faire et le recours gracieux et le recours contentieux, de façon à pouvoir être dans les temps. Et on attend l'avis, on vous a donné un certain détail des raisons du recours, mais on attend l'avis de Belleville et de Corcelles pour être un petit peu en phase les trois sur le texte de ce qu'on souhaiterait voir pris en compte dans ces recours. Voilà. Avez-vous des questions à poser? Qu'ils n'ont pas tenu compte, ouais. Alors, aujourd'hui, Belleville se rapproche de la préfecture ou sous-préfecture ou préfecture pour essayer de faire entendre leur voix, étant donné qu'ils ont pris leur avis bien avant le délai final. Leur délibération date le délai final était le 1er janvier, je crois, 2023, et ils ont dû prendre leur délibération le 19 ou le 20 janvier. Donc ils ne comprennent pas pourquoi leur délai... décembre. Pourquoi leurs observations n'ont pas été prises en compte, puisqu'il est précisé, vu la délibération de Saint-Georges-de-Renaz, vu la délibération de Charentais, qui est contre également, vu la délibération de Corcelles en Beaujolais, vu l'absence d'avis émis dans les délais requis par les conseils municipaux des communes de Belleville en Beaujolais, Saint-Lager, etc. Et Belleville a émis un avis, semble-t-il. Voilà. Bon, en fait, le problème, c'est quoi, du coup? Parce qu'en fait, pour l'instant, donc, cette société-là et puis
dans ce pôle de méthanisation serait pas... Ça serait quoi le problème en fait? Le problème, c'est que cette unité de méthanisation existe. Ouais. Elle a été faite il y a 2-3 ans, enfin ou 4 ans, elle est en fonctionnement, et ils veulent la tripler, voire la quadrupler. Et on dit que, compte tenu du volume qu'elle n'est pas vraiment utilisée à temps plein, on a quand même des informations qui font qu'on sait qu'ils veulent passer à la vitesse supérieure, et pour nous, il n'y a pas de justification aujourd'hui qui permette de dire que c'est au-delà de la portée économique, parce qu'en fait c'est juste un problème économique. Sur le plan environnemental, ça n'apportera pas grand-chose, voire... on est concerné par des épandages chez nous, et donc il y aura des circulations de tracteurs, de camions, il y aura des choses qui vont se faire, et pour nous, il n'y a pas assez de prise en compte. À titre indicatif, on avait des avis, quand on a parlé de l'extension de la gravière d'Arnas, on a eu des avis de la MRAE, de la SFPP, alors que là, on n'a rien eu. Les services d'État ne sont pas prononcés? Là, ils ne sont pas prononcés. D'accord. Enfin, ils se prononcent en acceptant, ouais. Notre avis, ils se prononcent. Ils finissent de valider déjà les budgets. Ouais, déjà, ouais. D'autres questions? Déjà, ils n'arrivent pas à boucler les budgets, donc de chaque soir, toute de ça. C'est pas le même service. Casquette. Pas de questions? Je vous propose de passer au vote pour la délibération. Qui est pour l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Alors, l'adhésion du jour complémentaire, l'adhésion de la commune au CEREMA. Je vous lis le texte de la délibération et je donnerai des explications après. Adhésion au CEREMA. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport, notamment titre 9, vu le décret numéro 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au centre d'études et d'expertise sur les risques, environnement, la mobilité et l'aménagement, vu la délibération du conseil d'administration du CEREMA relative aux conditions générales d'adhésion au CEREMA, vu la délibération du conseil d'administration du CEREMA fixant le barème de la contribution annuelle des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents. Exposé des motifs. Le CEREMA est un établissement public à la fois national et local, doté d'un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et d'un fort potentiel d'innovation et de recherche. Le CEREMA intervient auprès de l'État, des collectivités et des entreprises pour les aider à réussir le défi de l'adaptation au changement climatique. Ces 6 domaines de compétences ainsi que l'ensemble des connaissances qu'il produit et capitalise sont au service de l'objectif d'accompagner les territoires dans leur transition. Le CEREMA intervient pour le compte des collectivités sur des missions d'ingénierie de 2e niveau, assistance à maîtrise d'ouvrage, expertise, méthodologie, en complément des ressources locales, agences techniques départementales, agences d'urbanisme, CAUE, établissements publics fonciers, etc., et en articulation avec les ingénieries privées. L'évolution de la gouvernance et du mode de contractualisation avec le CEREMA est une démarche inédite en France. Elle fait du CEREMA un établissement d'un nouveau genre qui va permettre aux collectivités d'exercer un contrôle et de prendre activement part à la vie et aux activités du CEREMA. L'adhésion au CEREMA permet notamment à la commune de Saint-Georges-de-Renens de s'impliquer et de contribuer à renforcer l'expertise publique territoriale. En adhérant, la commune de Saint-Georges-de-Renens participe directement ou indirectement à la gouvernance de l'établissement par le biais de ses représentants au conseil d'administration, au conseil stratégique, au comité d'orientation régionaux et aux conférences techniques territoriales. De disposer d'un accès privilégié et prioritaire à l'expertise du CEREMA. La quasi-régie conjointe autorise les collectivités adhérentes à attribuer des marchés publics au CEREMA par simple voie conventionnelle, sans application des obligations de publicité et de mise en concurrence, de bénéficier d'un abattement de 5% sur ces prestations, de rejoindre une communauté d'élus et d'experts et disposer de prestations spécifiques. La période initiale d'adhésion court jusqu'au 31 décembre de la 4e année pleine. Le montant de la contribution est de 500 €. Compte tenu des objectifs et des problématiques de la commune de Saint-Georges-de-Renens, il est proposé d'adhérer au CEREMA
et de désigner le représentant de la commune dans le cadre de cette adhésion. Après en avoir délibéré de solliciter l'adhésion, décide de solliciter l'adhésion de la collectivité auprès de Saint-Georges-de-Renins auprès du CEREMA, centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, pour une période initiale courant jusqu'au 31 décembre de la 4e année pleine d'adhésion, puis renouvelable annuellement par tacite reconduction. Désigne de régler chaque année la contribution annuelle due. La dépense correspondante au règlement de la cotisation annuelle sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l'année concernée. Préciser la ligne budgétaire, c'est pas moi qui vais vous la préciser. De désigner, alors là, c'est moi, je vais le faire, Patrick Bagdassarian, si vous êtes d'accord pour représenter la commune au titre de cette adhésion, d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion. Mais si vous voulez. Pour tout vous dire, nous avons, le CEREMA peut nous aider dans la transition énergétique, c'est évident, puis c'est une de ses raisons d'être, dans tout ce qui est voirie, études, les ponts, surveillance de ponts, etc. Sur tout ce qui concerne l'environnement, notamment pour ce qui va nous intéresser rapidement, l'aménagement du centre-bourg, qui est la nature en ville, donc créer les îlots de fraîcheur, etc. La mobilité, c'est pour ça que je suis un peu dans le coup. Et puis des innovations, notamment sur des choses intéressantes. Alors, l'intérêt pour la commune de Saint-Georges d'y adhérer, c'est effectivement la CCSB y a adhéré il n'y a pas longtemps. Ça va nous permettre, nous, de compléter notre dossier de la nature en ville, du centre-bourg, du Cartelet. En fait, les gens du CEREMA sont des concepteurs, c'est une équipe de je ne sais plus combien d'ingénieurs, des gens qui innovent, qui imaginent. En revanche, ils ne vont pas nous faire le travail. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils vont nous aider à réfléchir, à aménager notre quartier. Par exemple, tu parlais du parc à faire sur le site de Graben ou ailleurs. Hein. Ça peut être celui sur le site de Graben. Ben, ils vont nous dire, voilà, ce qu'on vous conseille compte tenu de l'évolution du climat, c'est de planter telles essences d'arbres, de les planter de telle façon, en respectant un petit peu l'arbre mère et puis les autres qui se promènent autour et qui soient compatibles et qui se parlent entre eux, etc. etc. En revanche, nous aurons affaire après à des aménageurs plus pratiques, plus terre-à-terre, qui nous feront les équipements. Voilà. En revanche, alors je crois que l'année 2023, ça ne sera pas 500 euros, ce sera 250, puisque l'année a commencé. En revanche, les autres années, ce sera 500 euros. Mais bon, on amortira très vite la somme si on a recours à leurs services. Et comme on les a rencontrés récemment et qu'on veut avancer très vite sur ces sujets de nature en ville, de respect des arbres, des haies, je pense qu'il faut être avec eux rapidement. C'est la raison pour laquelle on s'est permis de faire cette inscription un peu à la dernière minute. Et je vous prie de vouloir m'en excuser. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Donc en fait, il y a une adhésion et après on les paye à la tâche ou à l'étude. Alors après, on leur pose des problèmes, une question. Par exemple, on dit, voilà, le quartier de la gare ou le parc, ou les deux, le quartier de la gare, on veut réellement faire un joli quartier avec de la nature en ville. Qu'est-ce que vous... Alors, on va leur donner le dossier, ils vont nous faire un devis, et en fonction de notre accord, eh bien, ils viendront intervenir. Sur le parc, c'est la même chose. Alors, on leur dit, voilà, moi je vais aménager un parc de 3 hectares, je veux un peu d'espace vert, je veux réellement faire quelque chose. On leur définit un objectif et ils vont le construire avec nous. Mais ils ne nous dessinent pas le projet. Alors ils vont l'imaginer quand même. Ils imaginent quand mais même. Après, la phase plus opérationnelle sera faite par quelqu'un d'autre. Okay. Mais déjà, c'est un soutien important. À titre indicatif, le CEREMA a fait une étude assez poussée qui s'appelle Sésame sur la ville de Metz. Et là, ils vont jusqu'à définir les essences d'arbres qu'ils plantent
en fonction de son pouvoir de captation des gaz, des particules fines, etc. Et c'est réellement des gens d'une grande compétence. Auparavant, alors c'est depuis peu que les collectivités peuvent s'adjoindre leurs services de cette façon, puisqu'auparavant, c'est eux qui définissaient ils avaient des notices sur les routes, sur la manière de concevoir des routes, Aujourd'hui, ils ont un projet où ils essayent d'imaginer de façon expérimentale une route qui se chaufferait par l'eau qui circule en dessous, tu vois, donc avec de l'énergie emmagasinée la journée et restituée la nuit, ça peut être... voilà, bon, on va pas faire ça, non. bien sûr. On va déjà faire les routes. Je veux dire que ce sont des gens qui ont des compétences, qui sont des spécialistes, dans la réflexion. C'est un organisme privé, c'est un... Alors, non, c'est pas privé. Non, au début, ce sont des fonctionnaires. Hein. Tous les ingénieurs sont des fonctionnaires, et maintenant le CEREMA a été ouvert aux collectivités. Donc il n'y a pas d'intérêt privé dedans. Ouais. À la fin du mois, ils ne sont pas payés en fonction de leurs résultats. Oui, parce que c'est la matière grise qui nous vendent, mais ils sont payés comme des fonctionnaires. En revanche, ils ont un niveau de réflexion qui est intéressant. Qui est poussé, ouais. On n'est pas obligé de faire une consultation. Oui, c'est pas... Après, il y a tout intérêt. Et puis, la cotise, en fait, on peut travailler avec eux sans adhérer. Bon, en revanche, là, on bénéficie de 5%, et puis surtout, on bénéficie d'une facilité. On participe avec eux, on est présent, c'est beaucoup plus simple. Et puis, pour une somme qui n'est pas... Bon, c'est pas nul, mais c'est pas catastrophique. 500 € par an, et l'obligation, c'est 4 ans. Donc, et la première année sera 250. D'autres questions? Question? Qui est pour l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nous en sommes aux questions diverses. Avez-vous des questions diverses? Oui, j'en ai une. C'est toujours par rapport... j'ai vu que certains quartiers actuellement étaient avec plus d'éclairage, donc je suppose que c'est par rapport à l'essai qu'on fait, non? Parce que vers le collège, la dernière fois, je suis passée... Ouais, le collège, c'est dans le noir. Ouais. Je me suis posé si la question... Sur les quartiers où il n'y a plus d'éclairage, et bien malheureusement, c'est des pannes. Et les interventions viendront. Et puisque tu me tends la perche là-dessus, j'avais 2-3 informations par rapport au SIDER à vous donner. Alors justement, par rapport au questionnement que j'ai fait à tous les référents quartiers pour voir la pertinence d'éteindre certaines armoires, parce que toutes les armoires ne sont pas équipées de possibilité d'éteindre, il y a 3 quartiers qui m'ont répondu déjà. Donc on se propose de faire un essai sur ces 3 quartiers. Alors juste pour vous les citer, c'est le quartier 1A qui concerne un peu plus le centre-bourg et l'horloge possible. C'est l'horloge qui gère les parkings de l'espace culturel. Donc avec comme remarque notamment, c'est qu'il ne faudrait pas l'éteindre le week-end où il y a des festivités, mais le reste de la semaine où il n'y a rien de particulier, on pourrait l'éteindre. Donc c'est Sébastien et Sylvie qui m'ont répondu. Il y a le quartier 2B aussi qui m'a répondu sur la possibilité d'éteindre. Alors j'ai 5-6 propositions, mais en gros les gens seraient favorables à une... Alors ça c'est Port-Rivière, hein, le quartier serait favorable à une extinction entre 23h et 6h du matin. Et le 3e quartier, c'est le quartier du côté de Pierre-Miriès, là le Badu et autres. Ils sont aussi favorables et ils proposent une extinction entre 0 et 5h. Donc à partir de là, le maire va faire un arrêté, parce que c'est à partir d'un arrêté du maire, pour faire l'extinction sur les périodes que je viens de vous donner, et puis on fera un essai sur ces 3 quartiers, mais j'attends aussi les propositions des autres quartiers pour continuer à avancer sur le sujet. Justement, la dernière fois, donc, je regardais, je passais dans le centre, avenue Charles de Gaulle, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de candélabres, on appelle ça comme ça. Oui. Et c'est vrai que, est-ce que c'est possible, parce qu'ils sont quand même proches, est-ce que c'est possible, par exemple,
je sais pas, on le fait dans les maisons, mais genre t'enlèves une ampoule. Est-ce que c'est possible d'en avoir? Parce que des fois, sur 2, enfin sur 3, tu pourrais enlever celui du milieu et avoir. Et ça resterait quand même assez éclairé pour le centre-village, je trouve. Mais je sais pas si c'est possible. Sur les nationales, sur toutes les départementales, pardon, la 306, la 20 et la 68, on n'a pas le droit d'éteindre. On ne peut pas l'éteindre totalement. Mais je trouve qu'il y a quand même... Si tu regardes, rien que quand tu prends du rond-point vers l'ancienne boulangerie jusqu'au bar de chez Rosella, je sais pas, t'en as au moins 6, tu vois, et ça resterait quand même assez éclairé sans Si on avoir... va à grande circulation, on ne fait pas ce qu'on veut là-dessus. Et puis après, il faut éteindre chaque ampoule. La deuxième information par rapport au SIDER est la démarche performantielle. Donc un audit de préétude, l'audit préétude est fini, c'est le SIDER qui mène ça. Ils ont signé le bon de commande pour l'installateur. Aujourd'hui, on attend le retour de la validité de ce bon de commande et avoir un planning prochainement. Donc voilà les informations SIDER. Là, il faut être un... Les horaires du parking de la Pirogue, ça serait quel horaire? En gros, c'est minuit 7h. 7h, oui. Non, mais c'est pas pour moi, il y a toutes les associations sportives. Voilà, oui. Pour savoir les horaires. À partir de minuit, normalement, on finit. La troisième mi-temps, elle est finie. La troisième mi-temps, elle est finie. Pour être un peu plus général, sur cette démarche performantielle, nous attendons beaucoup de choses. En revanche, on vous demande un peu de patience parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un éclairage qui est vieillissant. On a des candélabres qui sont un petit peu... donc là, ils vont probablement changer des crosses et des choses comme ça. Mais une fois qu'on aura, et on devait l'avoir en 2022, j'espère qu'on l'aura assez rapidement, qu'on aura tous nos éclairages qui seront LED avec des armoires pilotables, on aura beaucoup plus de confort et beaucoup moins de ce genre de problèmes de panne et de mauvais éclairage. Mais bon, il faut qu'on patiente jusque-là. Je voulais vous parler de la journée de l'environnement qui a eu lieu samedi, avec la présence de 76 personnes représentant 43 familles, dont 25 enfants. Des chiffres qui sont quasiment le double de ceux de l'an dernier. Je pense que le travail de Bernard, qui allait jusque dans les écoles pour l'en présenter, a payé. Et ça s'est très très bien passé. Donc dans les choses amusantes, l'an dernier, on avait ramassé 400 masques. Cette année, on en a trouvé un. Une télé, 2 barbecues et un meuble de salle de bain. Et une collection de pneus, voitures, camions, tracteurs, voilà. Et tout s'est bien passé, c'était un excellent moment. En complément, donc c'est pas le travail de Bernard qui a été efficace, c'est le travail de la commission scolaire des élus qui travaillent avec moi, et notamment du conseil communal des enfants. Pour mémoire, il y avait 3 commissions au sein de ce conseil qui se sont déclarées et qui ont travaillé. Il y avait une commission environnement, une commission sécurité, une commission sociale. Donc la commission environnement a fait son travail, notamment sur le travail d'affiche et d'incitation aux parents à venir. Les 5 enfants qui étaient de cette commission étaient présents ce samedi matin et ils ont œuvré avec leurs parents pour ramasser, donc ce que disait Christian, et ils nous ont aidés à servir un petit verre de l'amitié en fin de séance. La commission sécurité est en train de travailler sur son sujet et la sociale aussi, ça devrait déboucher très prochainement. Comment on fait ? Je voulais savoir si vous avez avancé sur les terrains de la pétanque. La pétanque. Oui, c'est une question. Hein. Sur le terrain de la pétanque. Alors oui, on a avancé un petit peu sur le terrain de la pétanque. Avec Patrick, on a décidé de vous faire entre guillemets un terrain provisoire où on avait déjà regardé tous ensemble le long du terrain de foot, mais de l'autre côté des arbres
pour que personne ne vous roule dessus, puisque nous, les services techniques, maintenant, on ne sort plus par le portail de la turbulette, depuis qu'il a été sécurisé, modifié. Donc j'ai rendez-vous avec Florian et mes gars des services. On va essayer de vous faire un petit terrain provisoire avec sécurisé pour pas que quand même, s'il y a des voitures qui viennent là-dessus, voilà. On a commencé à vous faire un banc, mais la nature va malheureusement nous faire tomber des arbres, donc on vous en refera un ou deux dès que possible. Mais je pense que dans la semaine, on avait un problème d'agenda avec Flo et on n'a pas pu se voir. Mais ça va être réglé, voilà. Alors ça va être simple, mais vous aurez votre terrain dédié et sécurisé avec je sais pas quoi, soit des rondins, soit des bagues, soit des... Voilà. Alors là, par contre, il y a 2 candélabres, et c'était une de leurs questions, mais qui ne marchent plus. C'est dans la période éteinte. Donc, voilà. On les éclairera s'ils gagnent leur 2e tour de championnat. Parfait, t'as raison Bernard, c'est un seul moyen. Non, mais on en a discuté suffisamment avec Patrick et ça va avancer. C'est une question de jour. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'ils ont quand même gagné le premier tour de la Coupe de France, quand même. C'est une première à Saint-Georges. Mais c'est par hasard ou c'est... Non. C'est la première fois. Non, moi j'ai assisté... Donc j'ai assisté à toute la soirée d'ailleurs, et c'était très chaud quand même le jeu quand même. Non, c'était très serré en fait. Ils avaient des frontales. frontales. Une dernière partie, en fait. Ils avaient des frontales. Mais il y avait un bon niveau. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bon niveau. Moi, ça envoyait quand même pas mal. Hein. Au tir. Mais bon. Non, je parle au tir. Au tirage. Non, mais c'est important. Je vais y arriver, tu crois? C'est important. Et t'as pas le tiramisu encore. Non, mais attends, vous parlez ou C'est beau cette histoire là. On sait juste que le 2e tour sera le 14 avril. On sait pas qui encore tire les. D'accord. Merci. Donc tu peux parler maintenant. Est-ce qu'on a possibilité de modifier la temporisation des feux tricolores au centre? Juste, enfin, je me suis rendu compte, et puis j'ai eu des remontées. Quand on vient du rond-point, qu'on veut tourner direction Port-Rivière, les deux, donc là, qu'on vient du sud, du nord, donc la temporisation, enfin, ils sont synchro. Tu parles duquel? Celui de l'église. Le souci, c'est que quand on veut tourner donc direction Port-Rivière, on passe, le feu rouge est en même temps que ceux qui viennent de Villefranche, d'en face. Et donc du coup, ça repasse au vert en même temps, et quand il y a du monde, on passe jamais. Ou alors on passe un peu en force, c'est-à-dire feu vert tout de suite, on coupe le virage même. Enfin, ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je dis ça. Et non mais voilà, je pense que toute la journée, enfin c'est surtout en période 16h, 17h le matin, on a du mal à tourner en fait. En venant du nord, ouais. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais... Oui, tout à fait. Ouais. En fait, idéalement, il faudrait que quand on vienne du nord, on passe au rouge un peu plus tard, quoi. On posera la question à Serfi. Rue du Château, oui, bien sûr. Oui, autrement, oui, non, mais c'est ce que je fais quasiment tout le temps, mais En fait, il faudrait retarder le passage au rouge. Je sais pas si c'est jouable, je sais pas. Mais, il me semble que Gabi avait ramé là pour ça, mais on va regarder quand même. Décoller, t'as raison, on est obligé de passer en face. Ouais. Faut le faire à droite. Avez-vous d'autres questions diverses? Oui. Donc nous, le quartier 1A, nous proposons une réunion le 18 avril, le mardi 18 avril à 19h30, celle du conseil. Voilà.
Et puis moi, pour finir, je vais citer les manifestations du mois d'avril. Donc dès ce samedi 1er avril, l'Interclasse en 4 proposera une vente sur la place du marché, donc qui sera un sauté de porc. Le dimanche 2 avril, le Sous des écoles organise sa fameuse chasse aux œufs dans le parc, donc tout au long de la journée. Ensuite arrive le week-end de Pâques, donc l'Union des commerçants et artisans vous invite à venir rencontrer le lapin de Pâques qui vient à Saint-Georges. Voilà, donc ça sera sur la journée, la matinée. Dominique, matinée. Devant l'espace, devant la pharmacie et le bureau de tabac. Ce sera samedi matin. Et c'est pour la remise pour les enfants qui auront eu les meilleurs dessins au niveau des petites écoles. Ils seront récompensés le samedi, donc le 8. La matinée alors. Ensuite, le dimanche de Pâques, donc le 9 avril, l'Interclasse en 3 qui organise son vide-grenier. Donc, ça se déroulera au stade du collège. Et également, sur ce week-end-là, à la Pirogue, nous avons le Salon du Geek qui se fera le samedi et le dimanche, sur 2 jours. Ensuite, le dimanche 23 avril, la classe 2005 organise une vente de sangliers à la broche. Donc, je ne sais pas combien il va en avoir, mais... Et le dimanche 30 avril, l'Interclasse en 7 qui proposera ses ventes de bréchets. Et puis également dans la nuit du dimanche 30 avril au 1er mai, on aura la tradition, nos jeunes, nos 17 ans qui proposeront le muguet. Voilà. Si. Nous avons conseil communautaire jeudi. Viendra à l'ordre du jour la taxe sur les ordures ménagères qui va être discutée peut-être difficilement puisque les coûts ayant augmenté, les remboursements de déchets récupérés diminuant en contrepartie, ils annoncent un déficit prévisionnel de 350 000 €. Donc on va voir, on va essayer de défendre la position de la stagnation. Il a lieu où le conseil communautaire? À Montsol. Ah ouais. Ah ouais. Bien. Donc le prochain conseil municipal, je vous propose qu'il ait lieu le 24 avril. Je suis là, mais je viens tard, donc soit on le décale, soit on le laisse à 19h30, et puis on verra si peut-être on demandera de le décaler un petit peu. J'ai une réunion qui dure toute la journée à la CCSB. Voilà, donc 24 avril, 19h30 en principe. Pas d'autres questions? Je déclare clos ce conseil municipal du 27 mars 2023. Vous remercie de votre présence et vous souhaite une excellente soirée, voire nuit.